Lire, écrire, compter, obéir. Lire, écrire, compter, obéir. Ne pas bouger. Ne pas copier. L'école, le dessin de l'école, n'est-il pas plus vaste, plus signifiant? Alors, il y a 2 ans, je me trouve à Ahmedabad. Ahmedabad, c'est une ville au nord-ouest de l'Inde, une ville de 6 millions d'habitants, fief de Gandhi. Et là, je me trouve face à un jeune adolescent, il a 14 ans, il s'appelle Josh, il est probablement très atypique, et il a beaucoup de multipotentiel aussi. Et Josh, il est en face de moi, et puis il revêt un bandeau noir, un grand bandeau noir qui l'empêche absolument de voir. Puis Josh et moi, nous nous trouvons dans une bibliothèque. Je me retourne, je me saisis d'un livre au hasard, et puis je lui confie le livre. Et puis là, il va le porter à son visage, sans rien voir, et puis il va être capable de sentir les couleurs. Il me dit, voilà, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge, du noir et du blanc. Je reprends le livre, je l'ouvre toujours au hasard, je lui reconfie, et puis là, il va passer sa main devant le livre, et puis il va être capable de lire, sans toujours rien voir, le premier mot, puis une phrase, puis le premier paragraphe. Alors là, je suis fasciné par ce que je constate. Puis je me pose un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce que la science a une explication à ça? Est-ce que d'autres enfants sont capables de la même prouesse? Et puis surtout, à quoi ça peut bien servir? Et alors, ce qui est étonnant, c'est que de cet état de sidération, de fascination que je vis, en fait, petit à petit, je vais passer à un état d'émerveillement. Mais un état d'émerveillement pour toute autre chose. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, je me trouve avec Josh dans une école. Cette école elle s'appelle la Mahatma Gandhi International School. Et en fait, elle est le fruit d'un couple que vous voyez. Il y a Anju et Pascal. Anju est indienne, Pascal est français. Et tous deux, il y a 20 ans, ont décidé de créer une école différente. Pourquoi? Parce qu'ils s'ennuyaient beaucoup à l'école. Ils ont vécu une scolarité où ils se sont beaucoup ennuyés. Et donc, ils se sont dit, on ne veut pas ça pour nos enfants, et on voudrait créer autre chose. Donc, au cœur de leur idée d'école, il y a un concept simple qui est « tout est ressource ». Les enfants sont une ressource, l'espace est une ressource, les corps sont des ressources, les objets, tout est ressource. Donc, une sorte de frugalité quelque part. Et puis, en fait, cette simple idée, tout est ressources, va les amener à développer de l'inclusion et de la diversité. Donc tous les enfants, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, sont les bienvenus dans cette école. Notamment, 20% de l'effectif est composé des enfants de basse caste. C'est un minimum. Il y a des enfants de toute confession. Vous voyez probablement que vous avez entendu parler des émeutes, enfin pas des émeutes, mais des difficultés avec l'Inde en ce moment même. Eh bien, il y a 20 ans, il y a eu les mêmes difficultés à cause de cette école. Et l'armée, je dis bien l'armée, a dû intervenir pour que les enfants puissent accéder à l'école qui était dans une ouverture et une diversité hors du commun, puisque, encore une fois, tous les enfants étaient bienvenus, de toute confession, les enfants aussi bien handicapés qu'autistes ou surdoués, à multipotentiel, étaient les bienvenus. Alors cette diversité, elle se couple aussi d'une ouverture au territoire, d'une ouverture à la nature, et puis surtout, le point très important, c'est une ouverture aux dimensions intérieures. Donc les enfants sont incités en permanence à exprimer leurs émotions, à travailler leur empathie, à mieux connaître qui ils sont à l'intérieur, à faire parfois de la méditation ou d'autres activités, y compris bien évidemment le côté ludique des choses.
Alors je me retrouve dans le petit bureau de Pascal et d'Anju. Et puis là, pour illustrer ça, Anju me raconte une histoire. Elle me dit, voilà, les enfants, ils travaillent en multidisciplinarité, ils choisissent souvent les projets. Et lors d'un de ces projets, qui était d'organiser une fête pour l'école, dans laquelle tous les acteurs sont invités, bien évidemment, les parents, les entreprises, les collectivités territoriales, tout le monde est le bienvenu, eh bien, une partie des enfants était chargée d'aller acheter des aliments, d'autres cuisinaient des gâteaux, d'autres encore les vendaient, et puis tout le surplus, me dit-elle, avec beaucoup d'émotion dans la voix, tout le surplus est distribué dans la rue à des pauvres et des indigents. Et un jour, elle voit un homme entouré d'enfants qui s'effondre dans la rue en larmes. Et il s'effondre dans la rue, pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on lui avait donné des gâteaux, c'est parce qu'il avait vu dans le regard des enfants qu'il pouvait être considéré une nouvelle fois comme un être humain, ce qu'il avait oublié depuis beaucoup de temps. Alors, en sortant de cette école, en y restant une semaine, je pars avec deux enseignements essentiels. Le premier, c'est que les enfants dans ce type d'école gardent intacte leur curiosité, développent une autonomie qui va leur permettre de choisir ce qu'ils veulent et qui va leur permettre aussi d'aller explorer à l'intérieur d'eux-mêmes ce pourquoi ils sont faits, quels sont leurs potentiels. Certains iront à Sciences Po, d'autres à Harvard, d'autres décideront de rester en Inde pour devenir artisans ou initiateurs, c'est-à-dire c'est le terme qu'on emploie pour le mot professeur. Là-bas, ce sont des initiateurs. Et puis, deuxième enseignement, eh bien, en fait, cette école commence à faire école dans toute l'Inde. Dans toute l'Inde. Et aujourd'hui, Pascal et Anju ont été sollicités par l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale pour former 20 000 écoles, soit 1 million de professeurs et 20 millions d'enfants. Tout ça avec des vidéos, du e-learning, qui est fait d'ailleurs dans d'autres écoles. Alors, je reviens en France avec une envie, c'est celle de partager, et puis surtout de regarder s'il y a d'autres écoles de ce type qui existent. Alors, bonne nouvelle, il y en a d'autres. J'en trouve une au Canada, qui s'appelle l'École des loups, je crois. Et dans cette école, les enfants passent 3 jours par semaine, quel que soit le temps, en pleine forêt. Ils y développent une relation avec une intimité avec la faune et la flore exceptionnelle. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller en Inde ou au Canada. On en trouve aussi en France. Pas très loin, en région parisienne, une école qui s'appelle Lemon School, à Ozoir-la-Ferrière. Eh bien, elle est en tout point similaire à MGIS. Elle s'inspire d'MGIS, elle n'a simplement que 2 ans d'existence, donc elle va grossir. Puis il y a même aussi, je trouve, un réseau. Le réseau s'appelle la Fédération des écoles de la transition éducative. Et ce réseau, en fait, il est aux écoles ce que les écoles sont aux enfants. C'est-à-dire un lieu, un espace dans lequel chaque école, comme pour les enfants, va pouvoir développer ses potentiels et ses talents, va pouvoir s'ouvrir aux autres, va devenir en fait une école apprenante. Et ça, on en a rudement besoin aujourd'hui. Alors, on dit, ça c'était les enfants au Canada, on dit en Afrique qu'il faut tout un village pour qu'un enfant grandisse. Eh bien, imaginez non pas un village, mais une communauté ou un écosystème dans lequel tous les enfants, mais pas que les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, puissent aller explorer les talents, savoir qui ils sont au fond d'eux-mêmes, développer ces talents et ces potentiels, devenir ce qu'ils sont à l'intérieur, et puis, plutôt que de reposer sur lire, écrire, compter, obéir, qui étaient bons peut-être pour le XXe siècle, peut-être pourrait-on imaginer cet écosystème dans lequel ce qui importe, c'est d'aimer, de s'émerveiller, de rester curieux, de découvrir. Voilà. Merci.